En effet, malgré la charge professionnelle considérable liée à sa profession d'avocat, Maître Marty a toujours activement œuvré pour les lettres anciennes. Ainsi, son parcours académique sera couronné en 1994 par un diplôme d'études supérieures en histoire des religions de l'Antiquité. Passionné également d'histoire en général et d'histoire romaine en particulier, il s'est incorporé une mentalité de Romain, allant jusqu'à se présenter comme citoyen romain. En droit, il invoque l'édit de Caracalla de l'an 965 de Rome, soit l'an 212 de l'ère commune, qui a étendu le droit de cité de Rome à tous les habitants de l'Empire. Mais c'est surtout une question de sensibilité et d'attachement aux valeurs de Rome et de la Grèce qui le caractérise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a cessé de fréquenter le cercle de grec, puis, dès sa création, le cercle de latin à Genève. Maître Marty est aussi l'auteur de plusieurs publications, qui se trouvent d'ailleurs dans notre bibliothèque. D'abord, La Cité de Platon, paru en 2010, Discours d'escalade, paru en 2011, Histoire de l'organisation judiciaire 1814 à 2010, paru en 2012, et Appelez-moi citoyen, une étude sur l'influence de Jean-Jacques Rousseau sur la République de Genève, paru en 2012. Aujourd'hui, Maître Marty est avec nous pour rappeler que 2500 ans d'histoire de l'Europe ont été vécus, pensés et décrits en latin, la langue véhiculaire de la culture occidentale. En nous présentant quelques passages de l'Énéide, il veut porter témoignage de son attachement à la culture, à notre culture et aux sources de notre culture. Merci, Maître Marty, de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. Je vous cède la parole. Merci. Bonjour à tous d'abord. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Alors je vais commencer par vous raconter une histoire. Quand j'ai fait ma maturité, j'avais un maître de grec qui était fascinant. J'étais captivé par son enseignement et je buvais ses paroles. Et c'est ce qui m'a décidé à faire des études de lettres, parce que je me suis dit, je ne peux pas abandonner quelque chose d'aussi stimulant. Puis quand je suis arrivé à l'université, j'ai suivi des cours de latin d'une dame qui était très savante, qui faisait des commentaires très érudits, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et c'en était au point que je me suis dit, je vais trouver une manière de faire ma licence sans le latin. Et par chance, au 3e semestre, cette dame a choisi de nous faire lire Properce. Ah, si vous avez un moment pour vous distraire, alors je vous recommande les poèmes de Properce. C'est quelque chose de fascinant et de merveilleux. J'ai été enthousiasmé, envoûté par Properce. C'était tellement beau, tellement proche de la réalité de la vie de tous les jours et en même temps tellement propre à vous sortir des contingences et vous élever l'esprit que je me suis dit non, Alain, jamais tu n'abandonneras la langue latine. Et effectivement, j'ai persévéré et je m'en trouve bien. Et je m'en trouve bien parce que, comme vous le savez, comme M. Hauser vient de vous le dire, le latin, ça a été la langue véhiculaire de l'Occident. Imaginez-vous ça, pendant 1500 ans après la chute de Rome. La littérature latine, après la chute de Rome, est beaucoup plus importante en quantité que celle qui a été rédigée du temps de l'Empire romain.
Et partout où vous allez, vous voyez des inscriptions en latin. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que jusque dans les années 1930, en France, on ne pouvait pas devenir diplomate sans être capable de lire et de commenter un traité international en latin? Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, tous les écrits importants en matière de médecine étaient rédigés en latin. Alors récemment, j'ai fait un petit tour en Dalmatie, dans les anciennes possessions de la République de Venise, et je voyais des inscriptions en serbo-croate auxquelles, naturellement, je ne comprenais rien du tout. Mais par chance, il y avait par-ci par-là des traductions en latin ou des plaques avec des commémorations en latin, et alors là, je me sentais naturellement très à l'aise. Bon. Après ça, je vais vous faire encore un petit aveu. Il y a très longtemps, vous l'avez probablement compris, il y a très longtemps que je n'ai pas passé d'examen. Alors maintenant, j'ai l'impression d'y être à nouveau et c'est, je vous l'avoue, assez stimulant. Cela étant, je vais encore vous donner une petite précision. Vous savez que dans l'Antiquité grecque, les acteurs de théâtre portaient des masques. Pourquoi ça? Parce qu'on n'avait qu'un effectif très réduit d'acteurs. Ici, vous n'en aurez qu'un sur la scène. Et cet effectif très réduit d'acteurs mettait l'auteur dans la nécessité de composer ces scènes de telle manière que l'un des acteurs sorte, puis il revient avec un autre masque pour incarner une autre figure. Donc quand vous avez un masque, l'expression du visage ne se voit pas, vous ne pouvez pas savoir qui parle. Et par voie de conséquence, on avait mis au point toute une gestuelle pour que l'on se rende compte du public qui était l'acteur qui parlait. Alors, je n'ai pas de masque, vous le voyez bien, mais je vais essayer par une gestuelle de compléter un peu l'information que contient le texte, de manière que vous puissiez suivre, même si, évidemment, je m'attends bien à ce que vous n'ayez pas l'habitude de soutenir tous les jours des conversations en latin. Alors, je vais tout d'abord vous commenter des passages, et je vous les déclamerai ensuite en essayant de faire de manière que vous puissiez les suivre. Alors, tout d'abord, je vais vous dire que je vais vous lire, vous commenter, vous déclamer 3 passages différents. 3 passages qui me paraissent importants, intéressants, former en quelque sorte un ensemble, pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils permettent de suivre la trame ou l'intention de l'ensemble de l'épopée, et la deuxième raison, c'est qu'ils sont chargés d'une intensité dramatique particulière, ce que vous ne manquerez pas de constater. Alors tout d'abord, évidemment, je commence par le commencement, en suivant l'ordre que Virgile a prévu, c'est-à-dire la présentation des personnages principaux, et en particulier de l'ennemi farouche des Troyens, des Romains, des futurs Romains, c'est-à-dire la déesse Junon. Et cette déesse Junon a de bonnes raisons d'en vouloir aux Troyens, en particulier par le fait qu'elle sait, parce que les dieux connaissent évidemment l'avenir, elle sait qu'un jour, il viendra en Italie une ville tellement importante qu'elle finira par supplanter et même détruire la ville de Carthage, qui est en quelque sorte la favorite de Junon. Alors Junon est les Romains, les Troyens, et elle les poursuit de sa haine en essayant à tout prix de les détruire, et elle va essayer de le faire de la manière que vous verrez dans un instant. Donc, nous commençons par une réflexion, un discours intérieur de Vénus de Junon, qui se dit: mais comment se peut-il que moi, qui suis la reine des dieux, qui divincedo regina, et qui ensuite vous précise qu'elle est de Jupiter, Iovis, et soror, et coniux, elle est à la fois sa femme et sa sœur et sa femme. Comment se peut-il qu'elle doive soutenir si longtemps une guerre contre cette horde de Troyens sans parvenir à s'en débarrasser? Voilà le genre de questions qu'elle se pose, et elle rajoute avec dépit: mais Pallas Athéna, la fille de Jupiter, elle a pu se débarrasser de celui qu'elle détestait, Ajax, Oilei Aiakis, qui avait commis un crime épouvantable, un sacrilège, dans le temple même de Pallas, sur les hauteurs de l'acropole de Troie,
il avait commis un assassinat. Il avait tué quelqu'un pendant la prise de Troie, pendant le pillage, au pied de l'autel même de la déesse, ce qui évidemment est un sacrilège impardonnable. Alors, Junon, naturellement, fait allusion à ça. Elle se dit, mais comment c'est possible que Pallas et Athéna, elle, a eu même le privilège de brandir le foudre de Jupiter, son père, et de détruire la flotte des Achéens, et ensuite de s'emparer d'Ajax, de le prendre à la faveur d'un tourbillon et de le jeter contre un rocher pour le tuer. Et moi, la reine des dieux, je dois me battre pendant tant d'années. Voilà le genre de réflexion qu'elle se fait. Vix et conspectus sicule telluris in altum, vena damant laetet spumas salis aere ruebant, cum iune aeternum servans sub pectore vulnus hexecum. Me min cepto desistere victam, nec possit aliate cor avertere regem, qui pevetor fatis. Pallas nexure classe margivat qui psos potuit, submergere ponto, unius obnoxet furias aiacis oili. Ipsa Iovis, rapidum iaculata enubibus ignem, dicie quidque rectes vertit quel cor ponto. Il expirantem, transfixo pectore flammas, turbine corri puit et scopulo, quin fixit acuto. Astego, que divinque do regina, Iovisque et soror et coniux, unacum gente totanos bella gero, nec possit aliato cror avertere regem. Et quisquam Iunonis adoret praeterea aut supplexaris imponet honorem. Voilà donc posé le cadre psychologique de l'action de Junon. Et le moyen qu'elle choisit lui est en quelque sorte inspiré par l'exemple de Pallas. Pallas a provoqué une tempête, elle aussi veut le faire. Mais elle n'obtiendra pas le foudre de Jupiter pour ça. Elle va donc devoir s'adresser à quelqu'un qui va pouvoir lui rendre ce service, c'est Éole, le dieu des vents. Alors vous avez là un dialogue de cour. Il faut vous imaginer la scène entre une reine et un petit marquis. Oui, un petit marquis, c'est tout à fait juste. Vous savez, les serviteurs de Louis XIV portaient tous des titres de noblesse. Béchamel, qui a donné son nom à une sauce, était marquis. Alors, ben oui, c'était le cuisinier de Louis XIV. Alors, c'est la même chose ici. Vous avez une reine qui parle à un subalterne, un petit marquis. Alors ces gens s'expriment de manière onctueuse, avec un langage de cour. Mais là, Virgile introduit un mot extraordinaire pour caractériser la position de Junon. Junon, la reine, va parler au petit marquis en étant supplexe, c'est-à-dire suppliante. La supplication, c'est un rite très important dans l'Antiquité. Le suppliant est quelqu'un qui vient faire en quelque sorte une déclaration de misère et qui s'en remet à la personne à qui il s'adresse pour le tirer d'affaire ou pour l'arracher à sa détresse. Et c'est comme ça que Virgile caractérise l'attitude de Junon qui tout d'un coup va quémander de la part d'un petit subalterne l'aide dont elle a besoin. Alors, elle lui représente naturellement tout d'abord les titres qu'il a. On parle à ce marquis en le saluant de son titre. Et puis ensuite, elle introduit l'expression de sa haine, sa volonté de vengeance. Et puis après, comme bien entendu ça ne suffit pas, elle propose un marché. En échange de ce que tu vas faire, meritis protalibus, elle va lui donner une épouse, en l'occurrence quelqu'une qu'elle va arracher à son cortège de suivantes, la plus belle d'entre elles, d'Éopéia, et elle va les marier de manière que le brave Éole
puisse passer de nombreuses années en compagnie de cette compagne et qu'il puisse donc se réjouir d'une situation nettement améliorée. Et Éole, naturellement très sensible à tout l'honneur qu'on lui fait, lui répond en remettant les choses à leur place, en disant « Mais c'est toi la reine, moi je suis subalterne, et tout ce que j'ai comme pouvoir, eh bien, je les tiens de toi. » Voilà donc le cas reposé. Tali afflammato secum de accorde volutans, nimborin patriam, locafeta forrentibus austris aeoliam venit. Hic vastorex aeolus antro, luctantes ventos, tempestatesque sonoras, imperio premitac vinclis et cacere frenat. Ni faciat, mariac terras, caelumque profundum quipe ferrant rapidis secum verrantque per auras. Sed pater omnipotens, speluncis abdiditatris et montem et moles in super altos imposuit, regemque didit, qui feuille recerto, et premeret laxas cirret dareiussus abenas. At quem tunc iuno supplex his vocibus usast. Aiole, namque tibi divum pater at cominum rex, et mulcere dedit fluctus et tollere vento, gens inimica mihi tirrenum navigat aequo, ilium in Italiam portans victosque penates, incute vim ventis submersas cobru et pupes, autag diversos et disici corpora ponto. Sunt mihi bis septem prestanti corpore nymphe, quae pulcherrima forma Deiopeia connubio iungam stabilique di propriamque dicabo, omnes ut tecum meritis protalibus annos exigat, et pulcra faciat te prole parentem. Voilà donc le marché conclu. Et naturellement, on passe tout de suite à l'action. Alors l'action, c'est que, avec une couche-pisse, c'est-à-dire un instrument pointu, tranchant, Éole fend le mur et les vents vont s'engouffrer par là. Et naturellement, comme un agmen, une ligne de combat, ils vont aller perturber la terre, la mer et le ciel. Et voilà comment Virgile va nous dépeindre les débuts de la tempête. Et naturellement, cette tempête va être quelque chose de sinistre pour ces pauvres Troyens, avec les bateaux de l'époque, vous imaginez, la sécurité n'était pas garantie. Et vous voilà donc devant une situation où tout d'un coup, il va se produire des cataclysmes sur mer. Il va y avoir tout d'un coup une énorme montagne d'eau avec un bateau qui est suspendu au sommet des flots. Et à côté de lui, l'eau s'écarte et on voit la profondeur de la mer, des rochers. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a de cela une trace à Genève. Ah oui. Parce que Virgile nous dit « Saxa vocant Italie ». Medis quin fluctibus arras. Ces hôtels, ah oui, bien sûr, ces hôtels qu'ils sont en fait des rochers, ces hôtels qu'on appelle rochers, ont laissé une trace ici que vous connaissez tous. Neptune n'est pas seulement, comme on a l'habitude de se le représenter, comme on se le représentait à l'époque classique, le dieu de la mer. Il est aussi, ou il était en tout cas dans les temps anciens, le dieu de l'élément aqueux. Toute l'eau, n'importe quelle eau, était sous la protection de Neptune. Et c'est comme ça que lorsque Virgile vous parle d'Arras, nous avons ici les pierres du Niton, Niton étant une déformation de Neptunus. Voilà, je ferme ici cette parenthèse et je reviens au texte de Virgile pour vous dire donc qu'il va y avoir successivement
la description d'un bateau qui porte des Lyciens, qui étaient des alliés des Troyens, avec leur chef, Oronte, et vous retiendrez ce nom parce qu'on va le retrouver un peu plus tard, Oronte, et puis ce bateau va être secoué par la tempête, le capitaine du bateau va tomber dans les flots, et naturellement le bateau, lui, va être pris dans un immense tourbillon, et on verra apparaître quelques rares nageurs et en plus les trésors de Troie qui vont être engloutis par la mer. Et puis après, il y a une énumération, il faut quand même donner l'impression de l'importance de cette flotte. Alors on va vous parler du bateau de celui-ci, de celui-là, d'un autre et tel autre encore. Et puis, voilà, on arrive comme ça au moment où, après la tempête, doit venir le calme. Et ça, on en parlera dans un instant. Hecubi dicta, cavum conversa cuspide montem impulitin latus, ac venti, velutag mine facto quadrata porta ruunt, et terras turbine perflant. Unoi rusque notusque ruunt, creberque procellis africus, et vastos volvunt ad litera fluctus. Excusez-moi. Insequitur, clamorque virum, stridorque rudentum. Eripiunt subito nubes, caenumque diemque teugro rex oculis, ponto nox incubatatra. Intonuere polit crebris micatignibus aeter, praesentemque viris intentant omnia mortem. Et à partir de là vient la description de la tempête. Elle fait défaut. Mais on va la retrouver. Dans cette tempête, il y a évidemment quelqu'un qui est au cœur des préoccupations de Virgile, c'est son héros, Énée, qui tout d'un coup est pétrifié, il est privé de sang, il est glacé, et naturellement, il est devenu blanc comme un linge. Et alors, il accomplit le geste de la prière, tel que le faisaient les Romains, en tendant les mains en avant, les paumes tournées vers le ciel. Mais au lieu de faire une prière dans laquelle il demande, par exemple, que l'apaisement des flots, la fin de la tempête, non, il va exprimer un regret extraordinaire. Il va dire, pourquoi ne suis-je pas mort sous les murs de Troie? C'eût été tellement plus facile de gésir là où il y a Hector, où il y a Sarpédon, là où le Simoïs entraîne les armes et les corps des héros. Mais il n'a pas le temps de finir cette prière. On va voir ce qui va se passer. Extemplaene solvuntur frigore membra, et duplices tendenza sidera palmas, talia voce refert. O terque quaterque beati, quis troie submoenibus altis contigito petere, o danaum fortissime gentium titide, meniliaci socumbre campis non potuisse, saevus ubi accidete loia que Hector, ubi ingens Sarpedon, ubi tot Simois correpta subundis, scuta virum galeas quet fortia corpora volvit. Il n'a pas le temps d'aller plus loin. Voilà que tout d'un coup, un paquet de mer lui arrache la voile de son bateau, et il est soulevé, et nous arrivons donc à la situation où il va être hissé sur un sommet d'eau,
et à côté de lui, il va y avoir une sorte d'immense trou dans lequel on verra les rochers. C'est ce que je vous ai raconté il y a un instant. Taglia jactanti, stridenza aquilone prochella, vela adversa ferit, fluctus quatsiderat tollit. Eripion subito nubes, caelonque diemque teucro rex oculis. Là, je me fourvoie, excusez-moi. Franguntur remitum pro ravertite tundi statlatus, in sequitur cumulo preiruptus aquemons, hisum in fluctu pendent, hisunda deiscens ter inter fluctus aperit, furitaistus arenis. Unam, quel lucios, fidumque veebat orontem, ipsius antoculos, excutitur, pronusque magister volvitur in caput. Astillam, ter fluctus ibidem torquet agens circet rapidus vorateico revortex, apparent rarinantes ingurgite vasto, scuta virum, galeas, tabule quel troia gas aperundas. Iam validino ilionei navem, iam fortis acate, et qua vectus abas, et qua grandevus aletes, vicitiems, franguntur remit. Excusez-moi. Laxis laterum compagibus olvem, omnes accipiunt inimicim brem, rimisque fatiscunt. Et là, évidemment, comme je vous le disais, il va y avoir l'arrivée du calme après la tempête, le calme qui est provoqué par la surprise qu'au fond des flots éprouve Neptune, qui tout d'un coup se rend compte qu'au-dessus de lui, il se passe des choses qu'il ne maîtrise absolument pas. Et alors, il nous dit qu'il se rend compte de ça et il va émerger, regarder ce qui se passe, il verra la flotte d'Énée dispersée sur les flots. Et à ce moment-là, il a compris tout de suite ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de vengeance de Junon, sa sœur, Neclatuere Doli, les ruses, Junonis et Ire, et il va donc rétablir le calme en convoquant d'abord, en faisant venir à lui les vents, auxquels il va passer, si je peux m'exprimer ainsi, un savon assez senti. Bon, alors... Interea, magnum isciri murmure pontum, et emisam quiemem sensit Neptunus, et imis stagna vadis, graviter cum motus, et alto prospiciens caputex summa caputex tulitunda. Disiectaine et auto videtai core classem, fluctibus oppressos troas, caelique ruina. Nec latuere doli fratrem Junonis et Ire, eurum matses epirumque vocat, d'Italia fatur. Tantane vos generiste nuit fiducia vestri, iam caelum terramque meos in numine venti, miscere et tantas audetis tollere moles, cosego, sed motos paestat compunere fluctus, post mihi non simili poinacum misaluetis, maturate fugam, rigique dicite vestro, non id imperium pelagis aevumque tridentem, sed mihi sorte datum, tenet illimania saxa vestras euredomos. Illa se iactet in aula Aeolus et clauso ventorum carcere regnet. Et là, naturellement, le pouvoir magique du Dieu intervient. Il va donc pouvoir simplement, par la pensée, apaiser les flots, et ça lui permettra de remettre la flotte des Troyens à flot. Et à partir de là, Virgile fait
un excursus extraordinaire, quelque chose qui est tout à fait surprenant, qu'on ne s'attend presque pas à trouver dans le texte, mais vous savez qu'à Rome, à l'époque, il y avait souvent des troubles sur la voie publique, des manifestations de rue, des petits voyous rassemblés par Claudius et puis d'autres encore qui semaient la terreur dans les rues de Rome où il ne faisait pas bon se promener la nuit. Et Virgile a ces images en tête et alors il vous décrit une comparaison entre la tempête et ce qui se passe lorsque il y a un trouble sur la voie publique, une séditio. Et cette séditio va tout d'un coup être calmée. D'abord, elle est violente. Il y a des torches et des pierres qui sont lancées de part et d'autre. Furor arma ministrat. Donc, la fureur s'empare des gens pour leur faire prendre les armes. Et tout d'un coup, s'ils voient une personne qui se distingue par sa piété ou par ses mérites, alors le silence se rétablit. Ils écoutent et lui, il parvient à régir les âmes par ses paroles, dictis, animas, et il arrive comme ça à rétablir le calme. C'est peut-être quelque chose qui ne vous frappe pas, mais moi je l'ai vu une fois. C'était quelque chose d'extraordinaire. Dans une assemblée politique, bon, il n'y a pas eu de torche de pierre lancée, ça c'est vrai. Mais d'un côté à l'autre de la salle, les gens s'invectivaient. Et tout d'un coup, un personnage important, qui avait des fonctions considérables, s'est levé, il a dit « J'ai honte. Vous auriez entendu voler une mouche. Le silence s'est rétabli instantanément. Plus personne n'a osé dire quoi que ce soit. » Et il a pu, comme dit le texte de Virgile, pectora mulcet, il a très bien retourné la situation. Donc nous voilà dans cette situation. Sic aetet dicto, tumidae cora placat. Collectasque fugat nubes, solemque reducit. Qui me tre simul ac triton ad nixus acuto, detrundunt naves copulo. Levatipse tridenti, et vastas aperit sirtes. Ac veluti magnin populo, cum sei pecortas seditio, sei vitquanimis sic nobile vulgus. Iamque faces et saxa volant, furor arma ministrat. Tum pietate gravac meritis si forte virum, quem conspexere silent. Arectis auribus astant. Ille regit dictis animos, et pectora mulcet. Sic cunctus pelagic iclit fragor, eicora postquam, prospiciens genitor, caelo quinvectus aperto, flectite quos curruque volans dat lora secundo. Voilà le récit de la tempête. Nous allons passer à un autre épisode. Vous savez qu'après cette entrée en matière, les navires, les bateaux d'Énée sont poussés. On a déjà un petit aperçu de ce qui va arriver parce qu'il disait in breviet Syrtes. Les Syrtes, ce sont donc des espèces de grands golfs en Afrique du Nord. Donc on sait que la flotte d'Énée va aller en Afrique. Et c'est comme ça qu'effectivement, il arrive sur le site de Carthage, ville que les Phéniciens sont en train de construire. Alors, l'idée n'est pas vraiment de Virgile et d'Ennius avant lui, mais en gros, il y a là quelque chose d'extrêmement audacieux, parce que comme vous le savez, il y a eu un affrontement séculaire et terrible entre Rome et Carthage. Si vous lisez Polybe, vous verrez les effectifs invraisemblables de soldats qui ont été engagés dans des batailles. C'est parfois 40, 50 000 hommes qui restaient sur le champ de bataille et des armées de plus de 100 000 hommes qui s'affrontaient. Ça a été quelque chose d'inimaginable. Pratiquement, les effectifs des Français, des Anglais et des Prussiens à Waterloo. Des batailles du même ordre de grandeur. Alors, devant cette haine séculaire entre Rome et Carthage, faire passer ceux qui fonderont Rome par Carthage, c'est une audace littéraire. Mais Virgile va plus loin, comme vous le savez. Virgile va plus loin puisque
il va provoquer une aventure amoureuse entre le chef des Troyens et la reine des Phéniciens, la reine Didon. Ça occupe tout le champ 4 de l'Énéide, qui est pratiquement à l'histoire de la littérature romaine, ce que le romantisme est à l'histoire française ou allemande d'aujourd'hui. C'est un passage merveilleux. Il faut lire le 4e chant de Virgile, c'est insurpassable. Cela étant, je ne vais pas m'arrêter à ça. Je vous prends un passage un peu avant, dans lequel on voit précisément les récits d'Énéée. Comme dans l'Odyssée, vous avez des récits d'Ulysse à la cour d'Alcynos, ici dans l'Énéide, Énée fait à la reine Didon le récit de ce qui s'est passé à Troie, et en particulier l'épisode qui nous intéresse ici, celui du cheval, ce cheval de Troie auquel l'informatique ou les malins en informatique ont donné une nouvelle jeunesse. Alors, le héros de ce passage, c'est Laocoon, dont on va parler bien sûr. Laocoon qui est un citoyen comme un autre. Il est sorté sacerdos, c'est-à-dire qu'il est prêtre par le tirage au sort. Pour nous, c'est peut-être un peu surprenant, mais dans l'Antiquité, c'était comme ça. La religion était une manière d'associer l'ensemble de la cité au Dieu, et par conséquent, il fallait que la cité soit représentée dans son entièreté, et donc on tirait au sort les citoyens qui allaient remplir l'office divin. C'est donc un citoyen comme un autre que ce Laocoon. Mais il n'est peut-être pas tout à fait comme un autre, parce qu'il est plus clairvoyant que les autres. Il arrive au moment, vous savez comment Ulysse a fait installer le fameux cheval sur la plage, et puis les navires des Achéens sont partis. Il reste ce cheval qui suscite l'étonnement de tous les Troyens. Et Ulysse avait poussé la ruse jusqu'à faire en sorte qu'une sorte d'agent double soit pris par les Troyens, auquel il va expliquer que si ils ont le courage d'amener ce cheval au sommet de la citadelle de Troie, alors la flotte des Achéens sera détruite et les Troyens seront débarrassés à tout jamais de leurs ennemis. Bien entendu, la ficelle est un peu grosse, et il y a quand même quelqu'un qui remarque que ça ne va pas, c'est Laocoon. Et Laocoon arrive, magna comitante caterva, entouré de beaucoup de citoyens, et de loin il leur crie: mais vous êtes complètement fous! Comment est-ce que vous pouvez croire que les ennemis sont partis? Ou bien il y a des Achéens qui sont cachés dans ce cheval, ou bien il y a une autre erreur, c'est pas possible. Et de toute manière, vous connaissez Ulysse avec ses ruses. Donc, ne croyez pas aux Troyens, ne croyez pas au cheval. Et il ajoute ce vers très très connu entre tous: Quid quidides timeo danaos et dona ferentes. Je l'ai même trouvé dans le mémorial du Grand Conseil. Quoi qu'il en soit, je redoute les Danaens, même lorsqu'ils apportent des cadeaux. Et voilà qu'il accomplit le geste fatal pour lui. Il prend une lance et il la lance dans le cheval. Naturellement, il perce la coque du cheval et il blesse un des Achéens caché dans le cheval. Et alors là se passe la chose extraordinaire qu'effectivement, l'Achéen qui reçoit une lance, un coup de lance, et il est blessé et il crie Gemitum, il émet un gémissement, Gemitum que dedere. Et à ce moment-là, évidemment, comme vous pensez, les Troyens ont compris. Eh bien non, vous allez voir pourquoi ils n'ont pas marché. Laocoon ardens summa de corrita barque magna comitante caterva et procul. O miseri, que tant insania cives, creditis avectos autes, autula putatis dona carrere dolis naum, sic notus ulixes, aut hoc inclusi lignocultantur acivi, aut hec in nostros fabricatas machinamuros, inspectura nomos, ventura quode superor urbi, aut aliquis lateteror. Equo ne creditet oicri, quid quidides timeo danaos et dona ferentes.
sic fatus, validi singentem viribus astam, in natus, inque covam compagibus album contorsit. Stetit la tremens, uteroque recusso, in sonue recave, gemitumque dedere caverne. Et si pata deum, si mens non aiva fuisset, impulerat per argolicas foidar relatebras, Troia quinum staret, priami quarts alta maneres. Alors vous remarquerez qu'il dit Troia quinum staret, troisième personne, priami quarts alta maneres, deuxième personne. Pourquoi ça? Alors, il y a d'abord une explication historique à l'usage de la deuxième personne dans les épopées, c'est que il est impossible, tout simplement impossible, de faire rentrer certaines formes verbales grecques dans le rythme d'un hexamètre, à la troisième personne du singulier. Et c'est pourquoi les aèdes homériques ont pris l'habitude de contourner la difficulté en mettant une deuxième personne à la place de la troisième. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Il aurait très bien pu mettre Troia quenum staret, priami qua santa maneret, ça ne changeait absolument rien à la scansion. Il l'a mis une deuxième personne simplement pour rendre le propos plus direct, plus vivant, plus immédiat. Et j'espère vous en avoir donné la preuve. Bon. Alors, après cela, il se passe diverses choses, et voilà que Laocoon, dont je viens de vous dire qu'il était sorté sacerdos, il est donc le prêtre, il accomplit un rite, il accomplit un sacrifice sur la plage devant des solemnes Arras, un autel important, et il est en train de tuer un bœuf, un taureau, excusez-moi, un taureau important, un gros taureau, et voilà que tout d'un coup, on voit apparaître de l'île de Ténédos, en face de Troie, deux immenses serpents, serpentes, dracones, les deux mots peuvent être employés indifféremment. Et ces deux serpents sont là, sur les flots, sur la crête des flots, et ils se dirigent vers la terre. Et naturellement, c'est un spectacle épouvantable. Ils sont ardentes oculos, ils brûlent par leurs yeux, suffecti sanguineti igni, ils ont le feu dans le sang. Et quand ils arrivent sur terre, naturellement, les Troyens se retirent en hâte parce qu'ils ont peur. Et là, ces deux serpents se précipitent, recherchent Laocoon. Et tout d'abord, ils s'emparent des deux fils de Laocoon. Et puis ensuite, c'est Laocoon lui-même qui est enveloppé par les nœuds des serpents, et il essaye de repousser les nœuds qui l'entourent, et il pousse des hurlements qui montent jusqu'au ciel. Et puis tout d'un coup, l'absous, en tombant, les deux serpents se dirigent vers l'acropole de Troie, et ils vont se cacher dans le temple de la déesse, mieux encore, sous le bouclier de la déesse. Vous connaissez ces statues d'Athéna avec un grand bouclier rond. C'est sous ce bouclier que les deux serpents se cachent. Donc, la mort de Laocoon porte une signature. On sait que c'est la divinité elle-même qui est responsable de ça. Et alors là se produit quelque chose d'étrange. Retenez bien la leçon pendant toute votre vie. C'est le retournement de l'opinion publique. Vous avez tout d'un coup tous ces gens qui ont assisté au moment où Laocoon a flanqué sa lance dans le flanc du cheval, et où il y a eu un gémissement. Normalement, des gens bien constitués se disent « bon, il y a quelque chose, on va aller voir ». Mais là, après l'épisode des serpents, l'opinion se retourne. Et alors, on se met à chuchoter d'un coin à l'autre. On dit « mais c'est la faute de Laocoon, il n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait. C'est lui qui sacrum laeserit, c'est un sacrilège ». Et alors, on en tire cette conclusion.
Ducem dacedes simulacrum, il faut amener cette statue, ce cheval, ad Cédès, c'est-à-dire sur l'acropole, là où se trouve le siège des temples de la ville. Et naturellement, toute la foule vient pour aider. On jette des lapsus, des espèces de planches sous les roues du cheval, et on met une corde à son cou pour le tirer. Et puis, dérision parfaite, voilà que tout d'un coup, là, des enfants puéris, inupteque puelle, se mettent à chanter des cantiques, et ils sont contents de pouvoir toucher la corde qui traîne le cheval. Et naturellement, ça ne se passe pas sans quelques incidents. Au moment où le cheval franchit les murs, quater ipsin limine portes substitit, et il est pris d'un oscillement. Et naturellement, à chaque fois, on entend le bruit des armes. Et pourtant, instamus, on persévère. Et même à ce moment-là, Cassandre vient prendre la parole et leur dit tout ce qui va arriver. Ce moment-là, Cassandre a été frappée d'une malédiction. Ora dei iussu nonunquam creditatoi cris. Jamais on ne croit ce qu'elle dit, donc elle peut avertir, mais c'est en vain. Et voilà, ces pauvres Troyens qui, réduits à cette extrémité, pensent encore avoir vaincu, pensent encore avoir chassé les Achéens. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'est la dérision par rapport à ce qui les menace. Ils pavoisent leur ville. Festa velamus fronde per urdem. Laucon ductus Neptuno sorte sacerdos solemnes taurum ingentem mactabat adaras. Ec autem gemini atenedo tranquilla per alta. Esco referens. Immenses orbibus sangues incumbunt pelago pariter quad litor attendunt pectora cor inter fluctusa recta iubeque sanguinee superantum das parce que terapontum pone legit sinuat qui immensa volumine terga. Fitsonitus spumante salo. Iam corva tenebant. Ardentes oculos, suffecti sanguine tigni. Diffugimus vis ex sangues. Illagmine certo, lao contapetunt, et primum parvadorum serpens amplexus uterque implicat, et miseros morsude pascitur artus. Post ipsum auxilios ubiuntem actela ferrentem, corripion spirisque ligant ingentibus, etiam bis mediam plexibis quamea circum collo superant capitet cervicibus altis. Ile simul manibus tenditi velerinodos perfusus sanie vitas atroque veneno clamores simul horrendos ad sidera tollit qualis mugitus fugit cum saucius aram taurus et incert excusit cervice securim. At gemini lapsu de lubrat summa dracones effugiunt saeveque petunt tritodidis arcem sub pedibusque dee clipei sub orbe teguntur. Tum tremefacta novus perpectora contis insinuat pavor. Excelus expendisse meretem lautrunt afferunt sacrum qui cuspidero pour laeserit et tergos scelerat intorserit hastam ducem dacedes simulacrum oranda quidi venumina conclamant acciguntum zees operi Suppedibusque rotarum subiciunt lapsus, et stupia vuncula collo intendunt. Scandit fatalis machina muros fet armis. Pueri,
in upteque puelle circum sacra canunt, funemque manu contingere gaudent. O Patria, o divum domicilium, et incluta bella moenia dardanidum, quater ipsin limine portes substitit, ad cutero sonitum quater arma dedere, instamus tamen, immemores, caecique furore. Tunc etiam aperit Cassandra futuris ora Deius su, non unquam credit a tecris. Nos, miseri, quibus ultimus esset ille dies, festa velamus fronde perupem. Nous allons quitter la cour de Didon sur ces paroles et nous allons maintenant suivre Énée après qu'il a déserté les rivages de Carthage et qu'il est arrivé en Italie à Cume. Cume, sur la côte de la mer Tyrrhénienne vers le sud, est une des entrées des enfers. C'est par là, vous vous souvenez peut-être de l'histoire d'Icare, quand Icare s'envole du dédale de Crète, il va se poser à Cume, parce que c'est l'une des entrées des enfers. Il y en a une autre au Cap Ténard qui aurait été plus proche pour Icare, mais fermons la parenthèse. Donc, Énée se trouve là à consulter la Sibylle, parce qu'il doit aller consulter son père qui est mort, et qui est donc dans les enfers. Et il a pour, en quelque sorte, se faire ouvrir le passage, comme une carte, un rameau d'or. Ce rameau qu'il est allé chercher dans une forêt du Latium. Et il va avec la Sibylle dans les enfers. Ils vont franchir l'Achéron, mais ça ne se fait pas tout seul. Vous pensez bien que c'est un moment extraordinaire quand tout d'un coup un poète vous révèle comme est l'au-delà. Il faut se garder de commettre un sacrilège. Alors la première précaution que prend Virgile, c'est de faire une prière, d'adresser une prière aux dieux infernaux pour demander sit face. Face, ça veut dire qui est conforme à l'ordre divin. Il demande que le récit qu'il s'apprête à faire, la description qu'il s'apprête à donner des enfers, soit permise, qu'il ne commette pas un sacrilège en s'exprimant de la sorte. Et il s'adresse aux divinités infernales en leur disant « Sit mihi fas audita loqui, sit numine vestro », c'est-à-dire avec votre consentement que je découvre ces choses qui sont cachées par toute la profondeur de la terre. Et ensuite, Énée et la Sibylle vont avancer dans le chemin qui mène au bord de l'Achéron. Mais là, Virgile a une audace littéraire extraordinaire. Il intervertit le sens de deux adjectifs. Vous connaissez cela. Il vous le décrit très fidèlement. Ibant obscuri, sola sub nocte. Or, il est évident que ce qui est obscur, c'est la nuit, et que ceux qui sont seuls, c'est les deux héros de l'aventure, c'est-à-dire donc Énée et la Sibylle. Mais Virgile a pris la liberté de les inverser, peu importe. Donc, commençons par cette prière. Di quibus imperiust, animarum umbreque silentes, et chaos et flegeton loca nocte tacenti alate, sit mihi fas audita loqui, sit numine vestro pandere res alta terret calicine mersas. Ibant obscuri sola sub nocte perumbram, perque domos titis vacuas et inania regna, quale per incertam lunam sub luce maligna estiter in silvis, ubi caelum conditit umbra Jupiter, et rebus
nox abstulit atra colorem. Nous abordons donc maintenant la description des enfers, à commencer bien sûr par l'Achéron. L'Achéron est réputé turbidus, c'est-à-dire qu'il y a des tourbillons, et il charrie tout un limon qu'il va vomir dans le cours du Phlegéton, un autre fleuve infernal, et tout ça naturellement au bord des marais du Styx. Non passable au retour, vous dira Ronsard quelques siècles plus tard. Bon. Et voilà que la description est celle qui met en scène Charon, le nocher, sans doute un mot que vous n'avez pas tous les jours à la bouche. Le nocher est à une barque ce qu'un cocher est à un fiacre. Et donc c'est le conducteur, le matelot, le marin. Le nocher, c'est Charon. Et, curieusement, Virgile l'appelle Portitor. Donc, il décrit ce Portitor, qui est une divinité infernale, mais un être repoussant. Il est sale, squalore, et il a un visage épouvantable, avec une barbe qui n'est jamais peignée, des yeux qui vous transpercent, et puis des abyssales qui pendent un nœud sur l'épaule. C'est lui-même qui dirige sa barque, et en plus de ça, il est déjà vieux, senior. Mais pour un dieu, la vieillesse ne s'imprime pas sur lui, il est encore assez vert. Naturellement, assez vert en 2 mois. Bon. Hinc via tartareique ferta cheruntis adundas, turbidus sic caeno, vastaque voragine gorges aestuat, ad quomnem cociter ructat arenam. Portitor, has horrendus aquas et flumina servat, terribilis qualore Charon, qui plurimamento canities inculta iacet, stant lumina flammas, sordidus exumeris nodo dependet amictus, ipseratem quanto subigit velisque ministrat. Iam senior, sed cruda deo viridisque senectus. Et voilà qu'on voit que toutes les âmes des défunts se concentrent là où se trouve le passage, le bac que représente Charon. Alors on voit toutes ces âmes qui arrivent là, et il y a une sorte d'énumération qui doit vous rendre sensible, la douleur qui doit accompagner tous ces morts, des mères, des maris, des enfants, pueri, innupteque puelle, ça doit vous rappeler quelque chose. Tout à l'heure, dans l'épisode de Laocoon, il y avait des pueri, innupteque puelle qui chantaient des cantiques autour du cheval, et maintenant ce sont des pueri, innupteque puelle qui sont morts et qui essayent de gagner les Champs-Élysées. Et puis il y a aussi impositique rogis juvenes, des jeunes gens qu'on a déposés sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. Ils sont tous là, aussi nombreux que les feuilles mortes qui tombent à l'automne, aussi nombreux que les oiseaux qui se rassemblent lorsque la fraîcheur de l'hiver va les chasser vers des terres plus accueillantes et plus chaudes, au-delà de la mer. Et ils sont là, tous ensemble, à prier, à tendre leurs mains, ripulterioris amore, par le désir qu'ils ont d'être sur l'autre rivage. Mais voilà que Charon, le nocher, reçoit les uns, reçoit d'autres, et d'autres encore, il les écarte. On va voir pourquoi. Huc omnis turbad ripas effusa huebat, matres,
atque viri, defuncta que corpora vita magnanimum herum, pueri, inupteque puelle, impositique rocis juvenes, antora parentum. Quam multin silvis autumni frigo reprimo, lapsa cadunt folia, aut quam multe glomerantur aves, ubi fricidus annus transpontum fugat, et terrissim mitita pricis. Stabant orantes, primi transmittere cursum, tendebant manuscri ulterioris amore. Navitas et tristis, nunc accipitillos, nunc accipitos, nunc accipitillos, as alias non sub motus arcet arena. Et de loin, Aînée et la Sibylle voient ce spectacle. Et Aînée s'étonne, miratus enim, et il est motus tumulto troublé par tout ce mouvement. Alors il demande à la Sibylle de lui expliquer ce qui se passe. Et la Sibylle lui répond en lui disant, tous ces gens-là, toutes ces âmes qui s'en vont, c'est ceux qui ne sont pas enterrés. Inumati. Et de l'autre côté, il y a Charon, et puis de l'autre côté, ceux qui traversent le Styx, eh bien, ce sont ceux qui sont sepulti, ceux qui ont reçu les honneurs que l'on doit à un mort. Et la Sibylle ajoute que ces âmes de corps qui n'ont pas reçu de sépulture, volitant, elles voltigent autour de du Styx pendant 100 ans. Elles errent pendant 100 ans. Et enfin, après cela, on les admet de l'autre côté. Aeneas, miratus enim, motusque tumultu, dicait, o Virgo, quid vult concursus ad amnem, quid vepetunt anime, vel quodis crimine lipas, helincunt ille remis vadalivid averunt. Olisic previter fatas longeva sacerdos. Anquisa generate, deum certissima proles, cocuti stagnalta vides, stugiamque paludem, di cuius jurare timent et fallere nomen. Hec in ops inumataque turbast, portitor ille caron, hicos veiutunda sepulti, nec datur ripas horrendas et rauca fluenta transportare prius, quam sedibus ossaquierunt. Centum erant a nos volitanquet litora circum, dum de admissi stagnex obstata revisunt. Alors, Aînée est troublé par ça. Il s'arrête. Vestigia precit, et il marque le pas. Sortem miseratus iniquam. Il est plein de pitié pour ces âmes qui n'ont pas mérité ce sort. Et naturellement, comme vous y attendez, il va rencontrer là de ses compagnons, de ces gens qui ont fait le voyage de Troie avec lui, mais qui ne sont pas arrivés au bout, qui ont été engouffrés par la tempête. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant la tempête, retenez le nom de Oronte, nous allons le retrouver ici. Aeneas, miratus... Non, ça je vous l'ai déjà dit, je crois, non? je perds le fil, pardon. Aeneas, miratus enim, motusque tumultu, dicait, o Virgo, quid vult concursus ad amnem, quid vepetunt anime, vel quodis crimine ripas, helincunt, ille remis vadalivid averunt. Olisic previter fatas, non gaeva sacerdos. Anquisa generate, deum certissima proles, cocutis agnalta vides, stugiamque paludem, di cuius jurare timent et fallere numen. Hec in ops inumataque turbast,
portori le caron, hicos veitunda sepulti, nec latur ripas horrenda, sed rauca fluenta, transportare prius quam sedibus assaquierunt. Constitit anquis asatus, et vestigia pressit, multa putans, sortem quanimi miseratus iniquam. Cerne tibi, maestos, ac mortis honore carentes, loicapsim, et plucios ductorem classem, horontem, co simulatro iaventos aperecor avectos, obruit auster, aquin volvens, navemque virosque. Et maintenant, il reconnaît un de ses proches amis, Palinure. Palinure qui aussi a disparu dans la tempête et qui va le supplier de lui donner une sépulture. Alors c'est un moment particulièrement dramatique parce que Palinure indique d'abord à Énée comment il peut faire. Et il lui dit, Portus requir Evelinos, cherche le port d'Élée. Vous vous souvenez de Zénon d'Élée qui prétendait qu'Achille ne rattraperait jamais la tortue, n'est-ce pas? C'est là, la ville d'Élée, un peu au sud de Cume. Et il dit, va là-bas, parce que tu peux le faire, toi, tu es encore vivant. Et jette de la terre sur mon corps pour que j'ai une sépulture. Ou alors, si diva creatrix, si ta mère qui t'a faite, qui est divine puisque c'est Vénus, si elle t'a montré un chemin, si quoi viast, si une déesse t'a montré le chemin, parce qu'effectivement je ne peux pas croire que tu t'apprêtes à franchir l'Achéron et arriver devant un fleuve de cette importance si tu n'es pas secondé par les dieux. Alors, donne-moi la main, prends-moi avec toi, amène-moi de l'autre côté, sur l'autre rive, pour que, in morte quiescam, pour que je trouve le repos dans la mort. Ecce gubernator Palinurus se ageba, qui lubiconu percursu, dum sidera servat, exciderat pupi medis effusus inundis. Hunc, ubi vix maestum, multa cognovit in umbra, sic prior ad loquitur. Quiste Palinure deorum eripuit nobis, medioque subaeco remersit, dicage, namque mihi falax audande repertus, hoc uno responso delusit Apollo, qui fore te pontinculumem finesque canebat venturaus onios, en hec promissa fides est? Il autem. Neque te phoebi cortina fefelit dux anquisiade. Nec me Deus aeco remersit. Namque gubernaclum multavi forte revulsum quodatus aerevam custos, praecipitans traximecum. Maria speraiuro non nullum prometantum que pisse timorem, quam tua ne spoliata armis excusa magistro, defic rettantis navis urgentibus undis. Tres notus hibernas, vexit me violentus aqua, vix lumine quarto, prospexit aliam summa sublimis abunda, Paula ad nabam, terreiam tuta tenebam, nigens crudelis, medida, cum veste gravatum prensantem cunquis capitas peramontis, predignara putasset, fer invasis et predamque ignara putasset. Nunc me fluctus abet, versant quin lito reventi, quante perca illum iucundum lumen et auras, persip genitor oro, perspens urgentis ieuli, eri penis invicte malis, autumi terra minice, namque potes, portusque requir Evelinos, autu, si qua vias, si quam tibi diva creatrix ostendit,
nequenim credo sine num in divum flumina tanta paras studiam quinare paludem tad extra miserete cum metole perundas sedibus ut saltem placidis in morte quiescam. Naturellement, une telle supplication appelle une réponse. Mais ce n'est pas Énée qui la donne, c'est la Sibylle. La Sibylle est l'interprète de l'ordre divin. Et elle interpelle Palinure en lui demandant d'où il ose tirer l'aplomb de demander quelque chose qui est contraire à l'ordre divin. Tu, stugias inumatus aquas, toi qui n'es pas enterré, tu oses regarder les eaux du Styx, et naturellement, Palinure est remis à sa place par la Sibylle qui lui donne cette réponse épouvantable, mais qui est très en accord avec la philosophie stoïcienne si répandue à l'époque dans l'Empire romain et à Rome en particulier. De sine fata deum flecti sperare precando, renonce à espérer fléchir le sort voulu par les dieux par des prières. Et après, elle lui donne quand même des paroles d'encouragement en lui disant les capédictes à mémoire, retiens ce que je vais te dire, les voisins dans les villes des environs, poussés par des prodiges célestes, vont te rendre les honneurs, au sapiabunt, et ils vont ériger un tumulus, et ils vont prodiguer des sacrifices devant ce tumulus, et éternellement, l'endroit portera le nom de Palinure, ce qui se vérifie encore aujourd'hui sur une station balnéaire réputée. Donc, voici la réponse de la Sibylle. Und hec, Palinure, tibitam dira cupido, tu stugias inumatus aquas, amnem veseverum eumenidas picies. De sine fata deum flecti sperare precando, sed capedicta memor, duri solacia casus, namque finitimi, longe lateque per urbes, prodigis actice lestibus, os sapiabunt, et statuentum ulet tumulo solemnia mittent, aeternumque locus Palinuri nomen habebit. Ainsi donc, nos deux héros continuent leur chemin et ils arrivent à proximité de l'Achéron. Et là, Charon, tout d'un coup, les aperçoit et il interpelle très vivement Énée en lui disant « Mais qui es-tu donc, toi, l'homme en armes, qui ose venir ici ?» alors que ici c'est le règne des ombres, de la nuit. Et puis il rajoute quelque chose qui s'inscrit bien dans le cadre de la poésie de catalogue qu'affectionnaient les anciens, mais ce n'est pas simplement une redondance littéraire pour montrer sa culture, c'est quelque chose de plus profond. Il s'agit en quelque sorte d'accréditer ce que dit l'épopée, ce que raconte Virgile, parce qu'il va prendre des antécédents, des cas qui se sont déjà produits, des vivants qui sont déjà entrés dans le monde des morts. Hercule, qui a osé enchaîner Cerbère, le chien qui garde les enfers, et qu'il a, ça c'est vraiment une audace littéraire, qu'il a enchaîné et tremblant de peur hors des enfers. Et puis il y a aussi Thésée et Piritoeus qui ont eu l'inconscience d'aller chercher l'épouse d'Hadès pour la faire sortir. C'est l'épisode de Perséphone. Bon. Alors, ergiterin keptum peragunt fluvio que propinquam. Navita quosiam dut studia prospexita bunda, sic priorat loquitur,
ad quin crepatultro, quis es armatus, qui nostrat flumina attendis, fage, quid venias instinct, et comprime gressum, umbra riclocus est, somni, noctisque sopore, corpora viva nefastugia vectare carina, neque alciden me sum leitatus iuntem accepisse lacune ectesia spiritumque dis quamquam genitat quin victi viribus essent tartari illi manu custodin vincla petivi tipsius asolio regis traxitque trementem hi dominanditis alla mode ducera dorti olisic previter fatastam friserates nul hic insidiet ales absistemo veri, nequim te laferunt. Troius Aeneas, pietate insignis et armis, ad genitori mas rebi descendit ad umbras, site nulla movet, tante pietatis imago ad Ramunc agnoscas, Ramum aperit qui veste latebat, agnoscas. Nec pluris, il admirans venerabile donum fatalis virge, longo post tempore visum, caerule advertit pupim ripeque propinquat, astalias animasque per iuga lunga sedebam, deturbat laxatque foros, simulac cepit alvo, ingent Aeneam, que muit suppondere cumbas utilis, et multa cepit rimosa paludem. Tandem, transfluim columes, vatemque virumque, informilimo, glaucaque exponit in ulva. Et vous voilà donc, en compagnie d'Énée et de la Sibylle, plongés dans les enfers. Et c'est là que je vous abandonne. Mais, à vous, collégiens, je vais quand même donner encore un viatique. Quand vous aurez fait votre maturité, vous aurez consacré plus de 600 heures à l'apprentissage du latin. C'est une véritable tranche de votre vie. Et maintenant, vous allez devenir, que sais-je, ingénieur, architecte, médecin, pasteur ou avocat, pire que tout avocat, voire notaire, et vous allez avoir d'autres préoccupations. Alors c'est le moment de vous demander si réellement vous devez jeter par-dessus bord le produit d'un tel effort. Vous arrivez maintenant au moment où vous pouvez lire par vous-même des textes. Ce n'est pas le moment de renoncer. Alors, entretenez vos connaissances. Et pour cela, je vous donne une adresse. Le cercle de latin. 1 fois par mois, 10 fois par an, 2 petites heures. C'est pas grand-chose, mais ça vous permettra d'entretenir vos connaissances. Alors, nous ferons en sorte que vos maîtres, peu de jours avant la maturité, soient informés de la date et du lieu de notre prochaine rencontre. Et nous vous y attendons. Vous serez les bienvenus. Et alors je me borne à vous dire à bientôt. Merci pour cette prestation extraordinaire, passionnante. Grâce à vous, la langue latine reste une langue vivante. Merci. J'aimerais bien. Et pour vous remercier, on a préparé un petit cadeau avec plaisir que je vous remets au nom de tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Et je passe la parole maintenant aux spectateurs parce que vous avez sans doute des remarques ou peut-être des questions à poser à Maître Martin. Courage, courage. En français ou en latin, comme vous voulez. Voilà.
Maître Marty, vous avez brillamment passé du français au latin. Et la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez une traduction à proposer ou à recommander spécialement à ceux qui voudraient, en français surtout, se plonger dans cette épopée? Eh bien, écoutez, la réponse qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est que le doyen de la section classique autrefois au collège, qui était mon maître de latin à la maturité, a fait une traduction de toutes les œuvres importantes de Virgile, une traduction versifiée. C'était M. Chouet, un vieux nom genevois, M. Chouet. Je suggère qu'on lise Virgile dans la traduction de M. Chouet. Il y a d'autres questions ou remarques? Oui. Qu'est-ce qu'il est arrivé réellement à Laocoon? Il a été broyé par les serpents. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les serpents l'ont broyé, effectivement. Oui, broyé. Et puis mordu, de sorte il était entièrement imbibé de venin. Ça l'a tué, bien sûr. Il y a la belle statue. Pardon? Il y a une belle statue. Ah, alors il y a au musée du Vatican une statue très célèbre, mais qui n'est pas tout à fait conforme au texte de Virgile pour une raison toute simple. C'est que vous ne pouvez pas dans une statue représenter deux phases successives. Il fallait donc tout mettre en une fois. Et alors on voit bien sur cette statue du Vatican que les deux serpents enlacent à la fois Laocoon et ses enfants. Madame. Peut-être que mes élèves ont envie de vous demander comment faites-vous pour retenir autant de vers et savoir par cœur. Si vous pouviez dire quelques mots sur la mémoire de l'Antiquité, la mémorisation. Alors écoutez, je vais vous répondre en vous racontant comment c'est venu. Quand j'ai eu passé les 3/4 de licence, j'ai fait un voyage en Italie avec un de mes amis. Puis on a passé à toutes sortes d'endroits, Orvieto, etc. Et on arrive comme ça à Ostie, aux Fouilles d'Ostie. On avait marché toute la journée, on était un peu fatigués. Au théâtre romain, on s'est assis sur les gradins. Et tout d'un coup, mon ami me dit « Monte sur la scène et déclame-moi quelque chose. » Et alors là, je suis resté pétrifié. Je me suis dit « C'est pas possible. J'ai passé 9 années de ma vie, 600 heures, 9 années de ma vie à étudier le latin et je ne sais rien par cœur. C'est pas possible. » Alors, dans l'euphorie du voyage, de la jeunesse, enfin bon, on a décidé de faire un pari, qui était d'apprendre un chant de Virgile par cœur. Puis après, en allant de là d'Ostie à Tivoli, on s'est dit non, quand même, il y a des passages un peu inégaux. Alors on n'a pas changé la quantité. On a dit 600 vers. Et puis à cette époque-là, vous savez, je parle d'une époque ancienne, j'ai 72 ans. À cette époque-là, la Suisse avait encore une armée. Alors nous étions là, les deux, à devoir faire 4 mois de service militaire pendant l'été suivant. Alors nous avons décidé que pendant ces 4 mois, nous allions apprendre chacun les 600 vers, chacun de notre côté. Et puis naturellement, après, on allait confronter notre réussite ou notre échec. Et puis naturellement, pour célébrer l'événement, nous avions prévu d'offrir un banquet à nos amis, ce que nous avons fait. Alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Moi, très méthodique, j'ai dit 600 vers, je divise par 15 semaines, j'aurai une semaine pour révision, ça fait donc 40 vers par semaine, 10 par jour, et un jour pour la révision. Et à la fin, quand j'en étais au 600e vers, j'avais autant de peine qu'au premier. Et l'autre, mon ami, lui, il a pris 2 mois de retard, puis ça a déclenché quelque chose en lui. Il a appris, il ingurgitait les vers de Virgile, il les savait par cœur, c'était extraordinaire. Et puis tout d'un coup, il s'est dit, 2 semaines avant la fin, « Oh, ce passage-là ne m'intéresse pas, j'en choisis un autre. » Il est arrivé à 800 et il me disait, « Si j'avais eu une semaine de plus, j'aurais atteint les 1000. » Donc, des réactions très différentes. Depuis,
Il a certainement tout oublié parce qu'il a tourné le dos à la culture, il est entré dans la contestation, et puis moi, j'ai essayé d'entretenir mes connaissances. De temps en temps, je me récitais ces vers, voilà. J'espère avoir répondu à votre question. C'est une question d'exercice, vous savez. Mon père, qui était médecin, me disait, il ne faut pas avoir pitié des gens qui n'ont pas de mémoire, c'est parce qu'ils n'ont pas exercé. Voilà, alors là, vous connaissez mon opinion sur le sujet. Alors apprenez par cœur, ça vous fera le plus grand bien. Et si possible, apprenez Virgile ou Homère. Dans l'histoire d'Orphée et Eurydice, oui. On a la même configuration des enfers. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, bien sûr, il y a une certaine constante dans les œuvres de Virgile, n'est-ce pas? J'ai l'impression que le but que poursuivait Virgile, Virgile a vécu à une époque qui ressemble beaucoup à la nôtre, à bien des égards. C'est une époque où il y a une apogée d'un certain nombre d'éléments de civilisation, par exemple le savoir scientifique. À cette époque, on avait calculé la distance entre la Terre et le Soleil avec une marge d'erreur tout à fait acceptable. On savait que la Terre était ronde, on savait que l'Afrique était un continent dont on pouvait faire le tour en bateau. Donc il y avait beaucoup de choses qu'on savait, mais en même temps on était capable de réalisations exceptionnelles. Par exemple, la machine denticitaire. On sait maintenant que cette machine est probablement celle que Cicéron, au cours d'un voyage en Grèce, avait achetée. Et puis il l'a fait transporter par bateau, le bateau a fait naufrage. Mais on a retrouvé la machine. Et cette machine est une machine qui permet, un astrolabe qui permet d'enchaîner les mouvements des différentes étoiles et des différentes constellations de manière à pouvoir, selon la créance de l'astrologie, de prévoir l'avenir. Alors c'était un privilège réservé à des gens importants, aux empereurs par exemple. Mais Cicéron avait acheté un astrolabe pour ça. Cet astrolabe a coulé avec le bateau qui le portait. On l'a retrouvé devant l'île d'Anticythère. Cette machine a été exposée à plusieurs reprises. Et des horlogers suisses, hollandais, danois, ces dernières années, ont essayé de refaire cette machine. Et ils ont tous dit que c'était tellement sophistiqué qu'ils ont eu beaucoup de peine à le faire. Ça montre donc qu'à cette époque-là, on était arrivé à une maîtrise technique impressionnante, puisqu'elle est pratiquement celle que nous avons aujourd'hui. Et puis à beaucoup d'autres égards, pensez au progrès de la médecine avec Galien, pensez au progrès du droit, le droit romain qui à cette époque-là atteint presque sa maturité. Et je vous rappelle que jusqu'au siècle dernier, il y avait des pays dans le monde qui étaient régis par le droit romain. Il n'y avait pas d'autre formulation que le corpus juris civilis. Donc c'est quand même un ensemble de réalisations extraordinaires. Et en même temps, et c'est pour ça que je dis que ça ressemble à notre époque, en même temps, c'est une période extrêmement dure pour beaucoup de gens. Vous avez des quantités de paysans qui sont endettés, qui sont obligés de vendre leur petite ferme, qui vont se réfugier dans les villes, qui vont grossir le prolétariat urbain, exactement ce qui se passe aujourd'hui en France ou en Suisse. Vous avez chaque année, ce qui est invraisemblable, un nombre de suicides plus élevé dans la corporation des paysans que dans le reste de la société. Vous avez l'insécurité, la peur du lendemain, l'inquiétude de savoir de quoi les gens vont pouvoir se nourrir le lendemain. Tout ça, ce sont des fléaux qui s'abattaient sur Rome à cette époque. Alors, le doute étreint beaucoup de gens. C'est pour ça que je dis que c'est une époque comme la nôtre. La peur fait que les gens doutent. Et dans le doute, il faut les ramener à des valeurs sûres. Alors là, évidemment, ce ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais pour Virgile, c'est très clairement le retour à ce qui a fait la grandeur de Rome, la mission divine qu'avait Rome de dominer le monde et d'apporter la paix. Et donc, quand il écrit l'Énéide, il démontre en quelque sorte par l'histoire sans doute fictive en grande partie, il démontre par l'histoire quelle est la mission de Rome, et il incite les gens à avoir confiance, d'autant plus que est né
fils de Vénus, a lui-même un fils qui s'appelle Iule Ascagne, et ce Iule est à l'origine de la gens Iulia, et que Auguste, qui rétablit la paix dans l'Empire, est de la famille de la gens Iulia. Donc il y a une sorte de continuité, et c'est une manière de rendre confiance aux citoyens de Rome. Voilà, j'espère vous avoir répondu, monsieur. Je crois que, d'après ce que vous avez dit, lu et interprété, Énée est allé aux enfers pour consulter Anchise, son Oui, père. c'est Comment exact. est-il décédé depuis les épaules lors de la fuite? Ouf, alors là, j'avoue amplement que dans ce moment vous me posez une colle, je ne m'en souviens pas, il faudrait que je regarde le texte pour vous répondre. Je sais Parce pas. qu'il décrit Oui, la oui, mort d'Anchise. oui, tout à fait. Oui, Anchise meurt en route et, En et- route, d'accord. et Né va essayer de l'interroger dans les enfers. Oui. Voilà, j'espère vous avoir rendu sensible la poésie de Virgile en vous montrant à quel point elle peut être dramatique et perçue comme telle. Alors, à bientôt. Ça vaut la peine. Tu sais, je veux dire, On peut arrêter. ouais.